Bonjour à tous. Merci Patrice de cette invitation. Je vais essayer de faire rapidement une illustration de ce qu'on a pu mettre en place au niveau de l'INSEP et plus largement du grand INSEP sur la logique de suivi à long terme des sportifs. Donc très schématiquement, voilà comment on a modélisé les choses. C'est-à-dire qu'on a des sportifs qui rentrent dans un parcours dans le grand INSEP ou dans les structures reconnues par les fédérations assez tôt. Et on s'est dit comment on pourrait avoir une agglomération des informations sur le parcours dans sa globalité. Notre intention, c'était vraiment de mieux comprendre le fonctionnement des sportifs pour aller vers une individualisation, une optimisation de l'entraînement. Ça, c'était notre première intention, en prenant bien en compte la singularité des sportifs. Notre deuxième intention, c'était de dire comment on peut avoir une démarche de prévention de la blessure et progressivement peut-être avoir une démarche d'estimation de risque en fonction de ce que les sportifs subissent, j'allais dire, mais l'entraînement et la vie des sportifs. Et puis, en arrière-plan, on a toujours cette logique de dire comment on peut permettre à nos athlètes d'atteindre leur plus haut niveau de performance. Et c'est vraiment la logique qui avait été déjà développée par plusieurs pays, notamment les Canadiens, mais les Suisses avaient repris aussi ces travaux-là sur cette logique de développement à long terme. Comment on met en place les briques qui permettent à l'athlète d'atteindre son plus haut niveau de performance. Donc, on a souhaité observer quatre grandes briques. Donc, on observe tout ce qui touche aux préférences, au profil énergétique et moteur. L'idée, c'est bien d'identifier des déséquilibres potentiels, des points de force, des fragilités, pour accompagner rapidement le sportif dans une logique un peu prophylactique, préventive. Je crois que Christophe développera beaucoup cet aspect-là dans sa présentation juste après. Alors, mettre en perspective de ces profils l'entraînement, le monitoring de l'entraînement avec les charges internes externes, les analyses de dynamique de charge. Et ça nous semblait important de récupérer ces données-là et de travailler avec les entraîneurs pour qu'ils aient des outils très pratiques à mettre en place. Et puis, les quatre autres briques, c'était d'avoir une stratégie d'observation sur le rythme de vie. Tout à l'heure, vous avez parlé des problématiques de scolarité. Est-ce que nos sportifs suivent une scolarité normale avec beaucoup d'heures de cours et beaucoup d'heures d'entraînement? Est-ce qu'ils sont déscolarisés? Comment s'organise cette trajectoire socio-professionnelle? Mais aussi tout ce qui touche à la récupération, au sommeil, la qualité de sommeil. Sur l'INSEP, on a la chance d'avoir des équipes assez complètes pour avoir une vision la plus holistique possible des sportifs. Donc, on a aussi tout ce qui touche à la nutrition, l'hydratation et la gestion du temps personnel. Et si on veut aller vers une logique d'estimation de risque, de mettre en perspective ces observables sur ces trois briques, il faut compléter avec toute la logique de suivi médical. Alors, la première chose qui nous semble importante à observer, c'est malheureusement les dynamiques de blessure ou de bobologie pour pouvoir mettre en perspective le profil d'entraînement et la bobologie. Et donc, il nous semble vraiment primordial d'agglomérer des informations pour faire ce suivi de la traumatologie et de voir après, photographier ce qui s'est passé avant et peut-être définir des tendances à ne pas reproduire pour ne pas ramener les sportifs vers de la blessure. Derrière ce modèle, forcément, on s'est questionné aussi sur comment on collecte, comment on agglomère les données pour que ça amène du sens. Parce que ce qu'on avait pu observer il y a quelques années, c'est que dans le sport français, les données sont souvent explosées, voire atomisées. Tout le monde en a un peu sur son ordinateur et on avait du mal à pouvoir faire parler les données avec nos équipes de sport scientistes, de pouvoir développer des tableaux de bord de suivi, à la fois pour les athlètes, les entraîneurs. On a une équipe aussi qui travaille avec l'agence sur l'estimation de médaillabilité de nos sportifs et de l'analyse de la concurrence. Donc, on s'est aussi appliqué à construire une stratégie de récolte de données. Donc, nous, on a signé avec une société qui s'appelle Fusion, avec un outil qui s'appelle Smartabase. Et donc, on a appelé ça Athlète 360, parce que l'idée, c'est bien de pouvoir avoir cette vision la plus globale, aussi holistique possible. Et donc, au travers des données déjà qu'on avait dans le PSQS, qui est la base qui nous sert à faire le suivi au quotidien des sportifs,
eh ben, on a cherché à récupérer les données des différents outils de monitoring, de GPS qui peuvent exister, récupérer les données d'entraînement. Je parlais tout à l'heure de la charge interne-externe. On a aussi des sportifs qui passent par nos laboratoires de recherche pour faire des tests ou de l'entraînement avec, par exemple, de l'isocinétique. Et donc, bah, cette démarche nous permet d'agglomérer toutes les données du sportif sur une même base et va nous facilite déjà les choses quand il s'agit de visualiser les dynamiques de ce qui se passe au niveau de nos sportifs. Donc, je ne serai pas plus long, c'est vraiment une photographie assez macro et je serai dispo pour répondre à toutes les questions si vous en avez après les différentes présentations. Merci de votre attention. Merci Thierry. Précisez aussi que ces éléments ont fait l'objet d'une présentation au conseil scientifique de l'INSEP, qu'ils concernent l'ensemble des sportifs sur l'ensemble des centres d'entraînement du réseau Grand INSEP et des autres sportifs qui ne sont pas forcément dans les centres d'entraînement, mais qui sont identifiés par les fédérations comme à fort potentiel, pour utiliser un terme un peu barbare. Mais vous l'avez vu, on a beaucoup d'anglicismes quand même dans les dispositifs. On parle de dashboard, on parle de data center. Mais c'est la vie d'aujourd'hui. Donc, il faut faire avec. Et pour réussir la vie d'aujourd'hui, on va passer la parole à Christophe Keller, qui va nous faire une présentation en temps contraint, Christophe, tu le sais, et pas en tant que Christophe Keller. C'est parti, je te laisse partager, continuer à partager. Donc effectivement, je vais prendre le relais sur la présentation de Thierry. Ce qui est important pour nous, c'est déjà dans l'idée de pouvoir développer des sportifs et des qualités physiques, technico-tactiques, et d'aller vers la performance, c'est de faire en sorte que les sportifs soient déjà en mesure de pouvoir performer, c'est-à-dire être en état physique de pouvoir le faire. Donc on se rend compte qu'effectivement, on a quand même quelques problématiques et de plus en plus, on les avait déjà avant le Covid, mais maintenant, post-Covid, des problématiques de blessures. On l'a vu sur la présentation juste avant la nôtre, là où il y a quand même, je pense, 80% de blessés chez les garçons, si j'ai retenu les chiffres, 8 avant 17 ans sur 13. Donc l'idée pour nous, c'est déjà de définir ce qui est un facteur de risque et de voir l'état dans lequel sont les sportifs. Donc un facteur de risque, je vais aller vite, tu m'as dit le temps est contraint. Donc c'est d'identifier ce qui pourrait être comme une probabilité d'un processus pathologique, donc ce qui va être un facteur déclenchant, pouvant éventuellement créer des conditions propices à l'apparition de blessures. Donc voilà ce que l'on définit en termes de facteurs de risque. Alors, voilà, ok. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que l'on peut déjà limiter ces facteurs de risque? C'est un petit peu l'objet du travail que vous menez à l'heure actuelle sur le développement sur le long terme donc du tennisman. On sait qu'il y a tout un tas de multitudes de mouvements que l'on appelle des mouvements combinés fondamentaux, qui est un travail qui est mis en avant par le Centre national canadien multisport, où entre l'âge de 7 et 10 ans, la première année des habiletés motrices, il y a tout un tas d'habiletés que l'on pourrait définir telles que des agilités, l'équilibre, la coordination, lancer, marcher, courir, sauter, que le sportif, on va dire, et pas que le sportif, que on va dire le jeune adolescent devrait normalement traverser avant de faire toute activité sportive. Ce que l'on se rend compte à ce jour, c'est qu'on a de plus en plus de sportifs avec des carences en termes de mobilité, de dissociation segmentaire, de coordination, ce qui pose une réelle problématique, d'autant plus lorsque ces sportifs se retrouvent dans des sports à dominante précoce ou vers une spécialisation précoce de l'activité. Donc effectivement, la première chose, si l'ensemble de ces sportifs avaient visité tous ces mouvements combinés fondamentaux, et, on va dire, serait peut-être à même de les retransférer dans leur activité sportive traditionnelle. Donc ce qui est bien d'identifier également, c'est les différents facteurs de risque de blessure. Donc on a 3 gros types, vous aurez la présentation, donc je ne vais pas définir parce que comme l'a précisé Chris, mon temps est contraint. Donc on a des facteurs de risque qui sont liés aux sportifs, donc on va parler de l'antécédent blessure, des habitudes de vie du sportif, des stades de développement physique, et je vais revenir, qu'ils soient physiques, technico-tactiques, mental ou autres. Des qualités, on va dire, de ce qu'on appelle l'hygiène de performance, la qualité de vie du sportif, que ce soit en termes d'hydratation, d'alimentation, de récupération, de sommeil. L'autre
L'autre facteur qui est en bleu, c'est lié au contexte. Donc, et le contexte, plus particulièrement, le choix des objectifs, d'entraînement qui sont cette fois-ci liés plus, au coaching staff plutôt que les leviers que le sportif pourra activer, à titre personnel. Et un autre facteur qui est lié à l'activité, sportive pratiquée par le sportif. Donc, bah, en premier lieu, c'est les exigences, dues à l'activité, sportive, heu, aux exigences peut-être du poste dans l'activité sportive. On imagine au football, que le gardien n'a pas les mêmes exigences qu'un avant-centre, hein, dans les sports de contact et de collision notamment. Donc voilà déjà de différents, facteurs donc, liés au sportif, au contexte et à l'activité sportive. Une problématique, qui est clairement identifiée parce que encore une fois, ben, c'est bien pour ça que nous sommes réunis sur ces 2 jours, c'est la problématique donc liée, au sport que l'on dit à maturité précoce et on sait, c'est une étude là qui est affichée sur le j'imagine vous voyez mon curseur, hein, qui est affiché là sur l'écran, qui est une étude qui date de 82, qui est une étude allemande de Haar. Mais ces informations avaient déjà été mis en avant en 1956, me semble-t-il. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'une spécialisation active versus une spécialisation, progressive, bah, n'amène pas les mêmes résultats sur le long terme et notamment en termes de blessures, hein. On sait clairement qu'il y a des blessures qui sont plus marquées dès le moment où il y a une spécialisation active versus une spécialisation progressive, mais également, en termes de performance, elles sont irrégulières, à l'adolescence, elles sont beaucoup plus, régulières, on va dire lorsque la spécialisation est progressive, mais notamment, j'ai vu passer dans le fil des messages sur la première présentation, il y avait une question, c'est a-t-on, au tennis une idée, un nombre du nombre d'arrêts, on va dire, d'activité, chez les sportifs moins de 17 ans. Donc voilà quelque chose qui est relativement important et intéressant avant de passer sur le profilage. On en revient donc sur la non prise en compte de l'individualisation et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, hein, ça c'est je pense que c'est l'objet des 2 jours. On voit bien l'image en bas à droite là, vous avez 3 gymnastes, hein, on imagine bien lui qui a remporté la compétition, en tout cas sur cette catégorie de bas âge, on n'est pas certain que ce soit celui qu'on retrouvera sur la plus haute marche du podium, en senior. Donc, ça nous amène à la méconnaissance donc, des moments opportuns de développement individuel de croissance, hein. On voit la photo de notre basketteur qui n'entre même pas dans le cadre. Donc, effectivement, si on n'a pas identifié donc, ces moments individuels de pic de croissance que vous avez ici avec le pic de croissance rapide, effectivement, l'adaptation individuelle du type d'entraînement à effectuer, qu'il soit à dominante cardiovasculaire, développement de la force, ne sera pas la même si on aborde simplement ce pic de croissance ici rapide, si on est en haut du pic ou si on est en bas du pic de croissance. Voilà, donc ça c'est très important me semble-t-il. Donc ça ramène au tout début de ma présentation, dans un monde parfait, il faudrait que nos enfants, ou plutôt nos jeunes adolescents arrêtent d'aller à l'école en overboard ou en trottinette, commencent à se remouvoir comme on le faisait d'antan à pied, avoir peut-être des activités d'EPS, plus traditionnelles comme on le faisait jadis, c'est-à-dire, que ce soit de la gymnastique, que ce soit, comment de l'athlétisme, parce qu'il y a un bon nombre d'activités, d'habiletés que l'on ne retrouve plus chez nos jeunes sportifs et même chez certains sportifs d'élite. Et ça, c'est clairement identifié sur le terrain, par l'ensemble de mes collègues. Autre négligence et autre catégorie de facteurs de risque, on le voit, c'est alors pas dans toutes les activités, mais c'est souvent on va dire l'apanage d'activités, où il y a une obligation de contraintes telles que la natation où, souvent les lignes d'eau sont louées pour une heure ou 2 heures donc quelquefois, ben, on va plus dans l'activité et on oublie les bases de l'activité, qui sont peut-être l'échauffement, les parties de retour au calme et autres. Autre chose importante, et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'est souvent un manque de cohérence et de sens que l'on pourrait retrouver, dans les séances. Alors on est à l'aube ou plutôt bien avancé sur tout ce qui est, les nouvelles technologies. Alors on trouve des vidéos de tout sur YouTube, sur Facebook et souvent il y a un manque de sens et de cohérence, dans certaines séances qui pourraient être mises en application par les entraîneurs. Un point important également, c'est la sous ou la surcharge d'entraînement. Donc, c'est ce que l'on appelle une année systémique et vous avez, comme dans tout système, une entrée et une sortie et nous, ben, le système, c'est le sportif. L'entrée, c'est la charge d'entraînement et en fonction de ce que l'on va proposer aux sportifs, donc en l'occurrence,
le coaching staff, vous avez une élévation des aptitudes, donc quelque chose de positif, ou plutôt un niveau de fatigue qui va être élevé, et une prédominance notamment aux blessures, et peut-être avec moins de performance, on peut l'imaginer, en tout cas sur le terrain. Donc rentrons dans le vif du sujet, voilà le constat rapide. Donc on a choisi avec Thierry Solaire de parler de la batterie simple d'évaluation. Thierry vous l'a dit. Ce que l'on cherche, c'est d'identifier un petit peu les profils des sportifs. Donc on ne veut pas mettre des sportifs dans des cases. Ce que l'on veut identifier, c'est l'état dans lequel est le sportif. Donc quelles sont ses préférences motrices. On sait qu'on a tous des préférences motrices spontanées, une signature qui nous est propre, comme elle est définie sur les signatures identifiées par Norbert Krantz. Vous aurez le PowerPoint pour regarder plus en détail. Donc en fait, l'idée, c'est de voir comment équiper le sportif, de voir quels sont ses points forts, ses points faibles, d'une manière globale, et d'essayer, tant que faire se peut, de l'accompagner au mieux au regard de ses préférences motrices, de l'activité qu'il pratique et des technopathies liées à l'activité, donc des blessures que l'on connaît en fonction de l'activité pratiquée par le sportif. Donc on ne met pas les sportifs dans des cases, mais on essaie d'individualiser au maximum. Donc la démarche est la suivante. On part bien entendu, vous l'avez ici en vert, sur le profil individuel du sportif. Donc on fait plutôt des tests qui sont statiques, mais aussi et surtout des tests dynamiques. On part de l'anatomie du sportif, ici de ses chaînes musculaires et segmentaires, et de son schéma moteur, qui est un schéma moteur souvent individuel et en lien avec l'activité, qui n'est pas le même lorsqu'on est au basket en train de dunker ou sur le dos en train de nager en natation, comme est imagé sur la présentation. Donc les tests, la batterie de tests qu'on a choisi de vous présenter, c'est une batterie de tests qui part sur 4 gros points d'analyse, qui est le rachis, les membres supérieurs, les genoux en point 2, le bassin, les pieds notamment. Donc sur cette batterie, je vous laisserai prendre connaissance un petit peu de ce que l'on va chercher, mais globalement, pour faire simple et rapide, on va regarder un petit peu la locomotion de l'athlète, comment elle se déplace, certains degrés de liberté au niveau articulaire, certains déséquilibres, certains points de force et de faiblesse, comme je vous l'ai déjà dit en amont. Et je vais passer sur les différents tests pour entrer dans le cœur du sujet. Donc, sur l'INSEP et sur l'ensemble du réseau Grand INSEP, donc le RGI, on a identifié certains tests. Donc, le premier test sont les tests de Wattbike qui sont mis beaucoup en place sur l'INSEP et qui amènent des informations relativement intéressantes parce qu'on commence à avoir des données que l'on couple avec les tests de profilage dynamique que je vais vous présenter donc juste après. On se rend compte que les déséquilibres qui sont identifiés sur 3 tests, qui sont des tests de 6 secondes sur le Wattbike, des tests de 15 secondes et des tests de 3 minutes, on retrouve les déséquilibres musculaires que l'on retrouve globalement sur les tests de profilage dynamique. Donc 3 tests qui nous permettent de voir un petit peu donc, des indicateurs d'explosivité du sportif, des indicateurs d'endurance et de force. Voilà pour les tests de Wattbike. Après, nous avons donc une batterie de tests. Donc là, c'est les tests globaux. On est en train de mettre en application des tests par famille de disciplines, encore plus, on va dire, individualisés en fonction de la spécificité de chaque sport. Donc on a mis en place un logiciel avec la société MetaVideo, qui est le logiciel sur lequel je me suis appuyé pour faire des captures d'écran. Donc volontairement, pour garder le secret médical, j'ai pris plusieurs sportifs, comme ça vous n'aurez pas un historique de blessures ou de présentation de fiches de test de profilage d'un seul sportif. Donc ça se présente de cette manière avec voilà, une première page, on va dire descriptive du sportif. Derrière, un historique de blessures avec des écorchés. Et derrière, donc, nous avons différents types de tests. Et les premiers tests sont des tests de posturologie statique, parce qu'il est important pour nous, en lien avec ce qui se fait chez les kinés, de regarder l'état dans lequel est le sportif avant de le mettre en action. Et ce logiciel nous permet de définir l'ensemble des zones que l'on a choisies et de pouvoir identifier avec un système de clics, de mettre en exergue ce que l'on voit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, si on voit un pied qui est en inversion ou un bassin qui est plutôt en interversion, rétroversion ou avec une attitude scoliotique, on va le stipuler. Et voilà, il n'y a pas de bons ou mauvais résultats, mais simplement une préférence motrice que l'on identifie chez le sportif. Nous avons également différents types de tests dynamiques. Le premier test que l'on a choisi, vous ne voyez peut-être pas ici, mais il y a des traits sur le sportif qui est en train de se déplacer, c'est la marche. Donc on fait marcher le sportif, on le filme dans différents angles, on regarde un petit peu comment le sportif se déplace. Et en fait, on note tout ce que l'on voit au niveau du bassin, des pieds, des genoux et autres. Nous avons d'autres types de tests qui est l'overhead squat ou le squat éguerre, parce qu'il n'est pas d'aujourd'hui ce mouvement. Et derrière, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de regarder un petit peu donc, les déséquilibres potentiels entre
en partant de la ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, les chevilles, le bassin, les genoux. Donc on note de la même manière un petit peu tout ce que l'on voit, ce qui nous permet d'avoir une cartographie globale du sportif. D'autres tests, hein, je vais passer rapidement parce que sinon je vais dépasser le temps qui m'est imparti. Donc d'autres tests qui nous permettent de voir les enchaînements, toujours la même chose entre le haut du corps, le bas du corps, donc avec des déséquilibres potentiels. Des exercices et des tests sur la ceinture scapulaire, notamment des tests pour voir le déséquilibre au niveau des deux scapulas. Des tests d'équilibre et de déséquilibre entre les abdos, les lombaires, les obliques, donc toujours avec une possibilité de relever l'ensemble des informations. Vous avez vu un système de notation que l'on met ici, je ne me suis pas attardé parce qu'en fait c'est juste pour nous une manière de noter parce que c'est important pour les entraîneurs, mais on s'attache surtout pas à la notation, c'est pas ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est d'identifier le déséquilibre avec des zones bien clairement fléchées et pas simplement de noter 1, il ne réalise pas le pattern demandé, 4, c'est parfait, ou 3, il y a des déséquilibres. Donc c'est vraiment relever tout ce que l'on voit de manière à essayer de nous aider au mieux dans la prise en charge en acclimatisation préventive, ce qui n'est pas une science exacte, hein. Donc après, voilà, hein, globalement ce que nous donne l'ensemble des tests de profilage. Donc on a un profil sous forme d'araignée, on peut juxtaposer les différents types de tests. Et nous avons à côté ici, donc on a choisi volontairement de ne mettre que des points verts ou orange et pas de points rouges pour ne pas effrayer les entraîneurs et les sportifs. Donc ça nous permet d'avoir une vision globale relativement rapide des zones ou des points que l'on a relevés qui pourraient être des points d'attention. Pas forcément rééquilibrer, hein, j'insiste, hein, parce qu'on parle souvent de rééquilibrage. Ma définition de l'activité sportive, c'est que l'activité sportive est un déséquilibre harmonieux et pour le coup, il n'y a peut-être pas besoin d'équilibrer, mais en fait de renforcer ou de gagner en mobilité pour que ça puisse, comme je le dis souvent, tenir dans le cadre de l'activité sportive. Déjà pouvoir s'entraîner pour après développer la préparation physique et peut-être aller performer. Donc derrière ici, vous avez pareil, hein, des petits points, cette fois-ci, on a laissé le point rouge sur les zones qui nous semblent importantes à travailler. Derrière, on a un rapport du test, donc je vous laisserai prendre connaissance, hein. Je vous ai mis un rapport d'un sportif ici en cachant les noms. Donc au-dessus, on relève un petit peu ce que l'on a vu sur les pieds et les chevilles, la ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, une autre partie, un bilan global avec des préconisations, toujours au conditionnel parce que bien entendu, ce ne sont que des conseils. Nous avons une partie recommandation où on va cliquer ici, alors on voit mal sur, ça ressort mal à l'écran ici, en termes de mobilité, les zones que l'on souhaiterait ou plutôt que l'on conseillerait de travailler, en termes de renforcement musculaire, de proprioception. Et cette partie, en fait, vient en dessous et en dessous de mobilité, vous avez ici un descriptif de ce que l'on pourrait conseiller ou en tout cas ce que l'on conseille à mettre en application pour le sportif.